Donc, on va commencer avec une petite séance d'interactivité tout de suite. On va vous demander de vous prendre en photo, voilà, dans la salle, avec votre voisin, tout seul, comme vous avez envie. Et en fait, vous allez ensuite pouvoir télécharger votre photo une fois que vous êtes sur Bicast. Alors, donc, on continue dans la prise de connaissance. Du coup, on a vos visages. Et maintenant, c'est pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, c'est l'activité suivante. Faisons connaissance. Vous êtes une entreprise, CEO, RH, manager, salarié, particulier, étudiant, reconversion, structure publique ou organisme de formation ou de conseil ou consultant. Et on avait mis autre, je crois. Et en fait, il y avait 3 questions pour la prise de connaissance, pardon. Donc, vous pouvez répondre aux 3. La taille de l'entreprise et votre fonction. Alors, on a mis le CEO qui a une équipe RH et puis il y en a qui font tout. Donc, voilà. Il y a les fonctions RH, évidemment, et les fonctions liées à la formation, consultant indépendant, manager, responsable d'équipe. Donc ça, c'est pour permettre ensuite aux intervenants de vous adresser des messages ciblés. Du coup, on va voir en live les résultats. Allez. Donc, beaucoup d'entreprises. 66% des personnes présentes entreprises. Ah, c'est assez... Là, c'est bien réparti, équilibré. Donc ça, c'est intéressant. Pas de grand groupe. Et puis la fonction donc des dirigeants, fonction RH, ok. Bon, vous êtes aux bons ateliers, hein. Tout va bien. On est bon. Donc je laisse la place au président de la French Tech pour vous faire une introduction rapide sur qui on est et pourquoi on fait ça. Merci Nila, bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots sur la French Tech Pays Basque. Donc on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Un des piliers de la French Tech, justement, ce sont les talents. C'est les talents, donc savoir les recruter, savoir les attirer, savoir les fidéliser, font partie de nos ateliers, notamment en intelligence collective qu'on a pu mener depuis le début de l'année. Donc en quelques mots, la French Tech, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de participer à un de nos événements. Donc, la French Tech Pays Basque a été lancée le 13 octobre l'année dernière. Donc, on a fêté nos 1 an il y a quelques semaines. Donc, avec l'objectif de pouvoir fédérer et de mettre en exergue toute l'innovation qui est présente sur notre territoire du Pays Basque. Et donc, fédérer, ça veut dire tant d'un point de vue start-up, entreprise innovante, que également institutionnels et grands groupes qui contribuent à l'écosystème du monde des startups. Donc on a vraiment cet objectif justement d'être très inclusif avec l'ensemble des acteurs du monde de l'innovation sur notre territoire. Donc pour illustrer le fonctionnement de la French Tech Pays Basque, rien de mieux que la présentation du board, également par rapport à la diversité des entreprises. Donc un board qui est constitué pour l'essentiel d'entreprises, comme vous pouvez le constater. J'en profite pour remercier tous les membres du board présents aujourd'hui. Et également au board les institutionnels du territoire, bien évidemment l'agglomération Pays Basque, l'agglomération Pays Basque, le conseil régional, le conseil départemental, la CCI, qui sont à nos côtés, et avec nos membres fondateurs que sont le Pays Basque Digital, le cluster Pays Basque Digital, le cluster Eurocima évidemment, et l'Estia. Donc la French Tech Pays Basque, c'est plus de 110 adhérents, on est à 114 adhérents pour être très précis, donc des adhérents qui sont tant des entreprises innovantes start-up, donc cette catégorie qui est la catégorie fer de lance de notre French Tech, mais aussi des grands groupes qui sont à nos côtés, notamment en membres bienfaiteurs que vous pouvez voir sur ce slide. Et bien évidemment, le but donc de cette French Tech, c'est de faire que tout le monde puisse discuter, de mettre en avant, d'être inspirant également, d'avoir des moments inspirants. Donc on cherche d'animer l'écosystème avec ce type d'événements.
Donc pour ceux qui ne seraient pas encore sur l'annuaire, n'hésitez pas à vous inscrire et évidemment à devenir membre de French Tech, de la French Tech Pays Basque. Et Nila se fera un plaisir de revenir vers vous pour vous présenter tous les services également que la French Tech présente. Au niveau de la feuille de route, donc la feuille de route French Tech qui a été lancée l'année dernière, une feuille de route en plusieurs temps, une feuille de route autour de l'écosystème existant. Ça c'est s'insérer dans l'écosystème existant, labelliser des événements qui ont lieu, en lien direct l'annuaire de l'écosystème, de l'ensemble de l'écosystème. Ensuite, des actions qui sont spécifiques à notre écosystème startup, à savoir le collectif French Tech Pays Basque, un collectif dont aujourd'hui nous sommes un des résultats. Ce collectif qui va s'organiser en 3 piliers. Le pilier international, avec notamment des webinaires qu'on réalise régulièrement. Dernièrement, on en a eu un notamment avec le Japon. On en a d'autres qui sont en prévision début 2022. Donc c'est de faciliter pour l'écosystème l'implantation ou au moins de nouer des liens avec des entreprises de la French Tech déjà présentes à l'international. Donc c'est vraiment utiliser le réseau de la French Tech pour vous connecter directement. Innovation for Good, donc innovation pour le bien commun. On a depuis le début de l'année également des ateliers d'intelligence collective pour travailler ensemble, construire ensemble des projets. Donc dans les prochaines semaines, on aura des annonces justement à faire par rapport à 2022 sur les projets qui seront retenus pour 2022. Attractivité et talent, l'objet de notre présence aujourd'hui, donc c'est l'attractivité des talents, le maintien des jeunes entreprises, comment on attire davantage de jeunes, comment on les recrute, comment également on répond à des problématiques du territoire, que ce soit les problématiques liées au logement que nos jeunes embauchés connaissent toutes et tous. Donc c'est toutes ces problématiques que l'on aborde et sur lesquelles on cherche à trouver des solutions les plus pragmatiques possibles. Pour illustrer quelques beaux événements réalisés depuis le début de l'année. Donc le 15 juin dernier, Mon Innovation, Mon Impact, qui était autour de la transition écologique, donc avec notamment Time for Planet, donc un moment très intéressant, très inspirant, qui a été l'occasion de découvrir que ce soit des modèles économiques ou des modèles également d'entreprises dédiées à la transition écologique. L'événement le plus contemporain pour nous, c'est Mon Innovation, Mon Territoire, donc qui avait pour but de mettre en avant les innovations, qu'elles soient tant du monde de la start-up, du monde de l'entreprise, que également du monde associatif, et toujours sur le sujet impact, donc innovation à impact, innovation for good. Donc ça a été clairement un franc succès. Jour de match de rugby, mauvais temps, on collectionnait, et pourtant on a eu une très belle fréquentation un samedi après-midi. Donc c'est un événement qu'on souhaite reproduire sur 2022 sous des formats également qu'on a envie de faire évoluer. Notamment pour faire rentrer l'innovation du monde de la recherche, et également davantage impliquer les aspects investisseurs, en faisant venir des investisseurs sur ce moment. On va dire un Vivatech made in Pays Basque, toute proportion gardée évidemment, n'empêche sur cette idée justement de regrouper et également de faire connaître auprès de la société civile ce que nous sommes, ce que nous apportons également pour le territoire, et avec des intérêts qui sont clairement des intérêts indirects par rapport à ce qu'on évoque aujourd'hui sur l'emploi des jeunes. C'est de leur donner envie de venir dans nos boîtes, dans nos projets également entrepreneuriaux. Donc c'est pour cela que l'on souhaite le reproduire sur l'année prochaine. Donc
Ici, un petit clin d'œil sur les 2 événements clés que nous avions organisés autour de l'international et l'Asie. Et donc une fresque sur toutes comment dire, nos animations depuis le début de l'année. Ça correspond à plusieurs dizaines d'animations. Donc c'est assez, on a un rythme très fort. Juste avant, en guise de transition, le petit mot, c'est la French Tech en France. On parle de plus de 5000 entreprises, avec sur les derniers chiffres qui datent d'octobre dernier, plus de 200 000 emplois à ce jour dans le monde des startups. Alors que sur 2019, on parlait de 120 000 emplois. Donc on voit, il y a une très forte augmentation. Un autre élément clé, un CDI sur 10 signé en 2020 était un CDI signé dans une start-up. Donc, et les différentes études qui sont menées notamment par le secrétariat de Cédric O mettent en avant que les startups signent davantage de CDI que les entreprises dites du secteur traditionnel. Et également mettre davantage d'incentives, d'éléments indirects pour mettre le collaborateur dans une situation de bien-être. Donc c'était juste pour faire un petit écho à cette étude parue il y a le mois dernier, pour être tout à fait précis, et donc pour venir alimenter les échanges d'aujourd'hui, les échanges de cet après-midi. J'invite Vincent, Brice, Cécile et Maxime. Donc bonjour à tous, donc je suis Vincent Cazot. Donc aujourd'hui je représente la société HRPass. Bon, tout d'abord aussi je suis très ravi de participer à cet après-midi. Donc, je représente aujourd'hui le groupe HRPass qui vient de s'implanter très récemment dans le coin. Donc je représente les 2 bureaux qui ont été rachetés aujourd'hui, qui sont situés à Saint-Paul-et-Dax dans les Landes et à Saint-Pierre-d'Irube donc dans le Pays Basque. Et le but aujourd'hui de HRPass, c'est d'évoluer très rapidement dans ce coin-là au niveau de l'activité RH et surtout au niveau de l'externalisation de la paye qui est un gros développement aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a mis en place des questions avant de commencer. Voilà. Donc sur le premier atelier, donc, quel moyen de sourcing utilisez-vous actuellement? Alors on voit pas mal de LinkedIn de toute façon, ça c'est clair. Indeed, ça bouge. Welcome to the jungle. YouTube. Il y a pas mal aussi de. J'ai bloqué, j'ai fermé. Il y a pas mal aussi de portes ouvertes et lycées techniques et pro. Ouais, donc c'est représentatif des réseaux sociaux aussi. Donc de tout le panel qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau du recrutement. Donc très bien. Alors qu'est-ce qui attire le plus les candidats? Donc aujourd'hui c'est. Ah, pas de souci. C'est assez homogène sur les 4 premiers. Donc il y a notamment 21,4% pour le contenu du poste. Ensuite vient l'ambiance au travail et la localisation du bureau. La culture entreprise est aussi très important au niveau. Ces 2 choses qui vont ensemble d'après moi, c'est la reconnaissance et le salaire, la rémunération. Donc, à votre avis, quels sont les éléments qui incitent les candidats à changer d'entreprise? Donc, est-ce que c'est le projet, le mode de management, la qualité de vie, le salaire, un mauvais manager, un changement dans l'organisation éventuellement, un manque de challenge ou certainement de perspective, un manque de sens d'entreprise, un changement de vie, changer de département pour une nouvelle vie, un projet personnel. Donc la partie d'aujourd'hui, ça va être essentiellement le recrutement programmatique. Donc comment accroître l'efficacité de son processus de recrutement et attirer les bons candidats. Donc la présentation, bon, je me suis déjà présenté. Donc on va commencer par une brève présentation de HRPass. Après on parlera du contexte actuel, comment la crise a impacté le recrutement. Donc après on va parler du sujet principal, donc le recrutement programmatique.
Et enfin, on terminera avec le question-réponse. HRPass, c'est un acteur global au niveau des ressources humaines. Donc ça signifie qu'on intervient au début, c'est-à-dire au niveau du conseil. On passe ensuite par l'implémentation pour terminer avec l'externalisation, que ce soit au niveau des outils RH ou GTA, ou comme tout à l'heure je vous l'ai dit, au niveau des outils de paye notamment. Donc HRPass existe aujourd'hui depuis près de 20 ans. On est présent dans près de 18 pays dans le monde. Ça représente à peu près 1250 collaborateurs pour 1500 clients. Et aujourd'hui, enfin en tout cas en 2021, le chiffre d'affaires estimé est à 130 millions d'euros. Voilà. Alors, au niveau on va commencer par un petit bilan en 2020 sur le comportement des candidats depuis la crise sanitaire. Donc, on peut constater que durant l'année 2020, il y a une fréquentation des sites d'emploi de plus de 4% par mois, donc sur les sites de carrière et de recrutement. Donc, on voit aussi que 45% des visiteurs utilisent leur téléphone portable. Et on s'aperçoit dans ce cas-là que les sites d'emploi développent de plus en plus tout ce qui est application justement pour permettre de pouvoir se connecter via son téléphone portable. Mais à contrario, on peut quand même se rendre compte que la durée de connexion est quand même de 51% du temps passé sur ordinateur dans le cadre de ces recherches d'emploi. Donc ça, c'est surtout lié au fait que depuis votre ordinateur, vous pouvez passer d'une page à une autre, télécharger votre CV, changer votre CV et postuler plus facilement aux offres que sur un téléphone portable qui, lui, est utilisé dans des durées de connexion dans 40%. Et ensuite, sur l'année 2020, il y a écrit top 10, mais c'est plutôt le top 3 des sites d'emploi les plus visités. Donc toujours en premier, c'est le Pôle emploi. Vient ensuite Indeed. Et le troisième qui augmente d'année en année, c'est Le Bon Coin qui est de plus en plus utilisé par les entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez personnellement. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé, mais visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez utilisé ou pas? Non? Bon. Vous ne faites pas partie de l'échantillonnage. Si je peux me permettre, oui. C'est effectivement, ils se sont lancés et sur certaines typologies de postes, ils sont très bons. Et effectivement, ils ont des bons retours, mais ça dépend des postes. Ouais. Donc, je ne suis pas très étonnée que, compte tenu de la population et la typologie d'entreprise qu'on a ici, vous ne les... Pardon, voilà, merci. Mais voilà, ils ont lancé d'ailleurs, ils commencent à lancer des postes cadres, mais pour l'instant, voilà, ils n'ont pas encore des retours. Mais ouais, sur certaines typologies, un jour, moi, j'ai cherché, par exemple, mais c'est pas vos profils, hein, j'ai cherché pour un client un chauffeur routier spécialiste dans le transport des produits dangereux, hyper compliqué à trouver. Et sur Le Bon Coin, mon client a trouvé. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux 4 grandes tendances du recrutement qui se sont passées sur 2020 et qui se prolongent en 2021. Donc la première tendance, c'est la digitalisation du processus de recrutement. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des organisations qui sont mises en place, qui sont peut-être un peu aujourd'hui devenues obsolètes avec beaucoup de travaux ou de tâches administratives à ce niveau-là, au niveau du recrutement. Donc la digitalisation des processus permet du coup de gagner du temps, de l'efficacité et d'optimiser le temps pour vraiment se spécialiser, enfin, se recentrer sur le recrutement à proprement parler. Ensuite, en deuxième tendance, on a la définition d'indicateurs clés et suivi du retour sur investissement. Donc aujourd'hui, on ne recrute plus à l'aveugle. On met en place des indicateurs dès le départ et on essaye de suivre ces indicateurs pour recruter et pour être sûr justement d'avoir un retour sur investissement sur la campagne de recrutement qu'on a lancée. Ensuite, on a en troisième tendance, c'est la diversification des canaux de recrutement de façon efficace. Donc sélectionner des canaux de recrutement, c'est bien, mais il faut sélectionner ceux qui seront efficaces. Donc les canaux qui vont intéresser l'entreprise pour cibler les candidats qui sont recherchés et qui sont ciblés justement par les organisations et pour pouvoir les attirer. Et enfin, il y a la dernière tendance, c'est de communiquer sur sa marque employeur et améliorer l'expérience candidat. Donc la marque employeur, c'est quelque chose qui se développe en interne dans les entreprises.
Mais ça, je développerai un peu plus par les slides, dans une des slides suivantes. Et ce que l'on voit notamment dans nos clients, c'est qu'il y a de plus en plus la mise en place d'une expérience candidat. C'est plus juste simplement récupérer un CV et une lettre de motivation. C'est vraiment mettre un processus dans lequel le salarié va déjà, dès le processus de recrutement, se retrouver dans l'organisation, en fait. Voilà. Oui. C'est le type d'indicateur qu'on peut suivre. Ça va être, premièrement, le nombre de candidats qui postulent à l'annonce. Ensuite, sur de l'approche directe qui nous concerne quand même beaucoup plus sur nos métiers, c'est le nombre de candidats que l'on va trouver par rapport à une recherche spécifique. Ensuite, le nombre de candidats que l'on va contacter et le nombre de réponses qu'on aura à ces contacts, qu'elles soient positives ou négatives. On peut faire une distinguo, bien sûr. C'est le type de KPI. Et en termes de ROI, c'est le temps passé et les moyens mis en œuvre. Le budget qu'on met en place dès le départ, ouais. Voilà, il y a des moyens qui peuvent être qui peuvent être utilisés dans l'approche des candidats, qui peuvent être payants sur certains canaux. Donc voilà, et le temps passé surtout. Surtout c'est ce qui coûte le plus cher. Merci. Donc ensuite, on va passer sur le sujet principal, et notamment sur la définition du recrutement programmatique. Donc je vais donner une définition assez simple. Donc le recrutement programmatique, c'est une technique de sourcing qui permet de cibler les candidats passifs, c'est-à-dire des candidats qui ne sont pas forcément intéressés par une offre, mais qui sont quand même ouverts aux offres du marché. Et donc les candidats actifs, eux, ce sont ceux qui sont vraiment à la recherche de nouvelles opportunités. Et donc cette technique de sourcing qui permet de cibler ces candidats grâce à l'utilisation des données comportementales. Donc via notamment le système de publicité qui peut être utilisé pour cibler de façon précise des candidats. Et aussi, c'est une technique qui intervient dans le processus de recrutement lors des trois phases déterminantes, donc qui sont le sourcing, c'est-à-dire attirer les candidats. La deuxième phase déterminante, c'est la présélection des candidats, c'est-à-dire cibler le candidat qui va correspondre à mes critères. Et enfin, l'analyse de la campagne de recrutement, c'est-à-dire un retour sur la stratégie adoptée, c'est-à-dire est-ce que j'ai adopté la bonne stratégie, est-ce qu'il faut que je revoie ma stratégie justement pour recruter les candidats prévus. Donc avant de mettre en place un recrutement programmatique, il y a des prérequis à prévoir. Donc une démarche, il faut voir si la démarche que l'on met en place correspond à la stratégie de notre entreprise. Donc dans un premier temps, c'est mettre en place une politique de gestion préventive de nos ressources humaines. Se poser la question, est-ce que les postes et compétences sont en phase avec, par exemple, avec mon business? Est-ce que j'ai bien identifié mes postes et compétences et mes besoins en recrutement? Donc, ce qui a conduit derrière à formaliser un processus de recrutement. Est-ce que mon processus est bien formalisé? Est-ce que mon processus de recrutement est bien construit? Est-ce que mon processus de recrutement est bien partagé par les salariés, par les opérationnels, et ce qui découle derrière par éventuellement la mise en place et la valorisation de la marque employeur. Donc la marque employeur, elle se prépare à l'interne afin de briller surtout à l'externe, ce qui permet derrière de voir si, ce qu'on nous on conseille aujourd'hui à nos clients à ce niveau-là, au niveau de la marque employeur, c'est de créer des ambassadeurs à l'intérieur de l'entreprise pour diffuser justement cette idée à l'intérieur de l'entreprise et par la suite pouvoir diffuser cette idée-là aussi à l'extérieur et donner une bonne image pour tout ce qui est candidature, et aussi voir si nos partenaires, les partenaires des entreprises, partagent cette idée et partagent les valeurs de notre organisation. Et enfin, le dernier prérequis, c'est de trouver les bons outils pour les recrutements. De trouver les bons outils. Il est important de choisir les outils adaptés au processus et à la stratégie de recrutement qui a été mise en place afin d'aider notamment les collaborateurs à mieux recruter en fonction des prérequis dans les annonces. Voilà.
Donc aujourd'hui, pourquoi on a mis en place le recrutement programmatique? Donc on part de suite d'un constat. Ah d'accord, ok. Donc on part d'un constat par rapport à cette étude. Donc c'est que les candidats passent de plus en plus de temps sur le web, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés, donc au niveau des emplois, les job boards, si les sites de grande audience. Donc on se rend compte que les 15-50 ans passent près de 3 heures par jour. Donc ça va changer ça change en fonction de la journée. Ça peut être le matin, ils se connectent aux réseaux sociaux. Donc comment je vais réussir à attirer mon candidat qui est sur les réseaux sociaux? Il va passer sur des sites internet particuliers. Comment j'arrive à attraper ce candidat-là? Donc c'est ce qu'on va voir là par la suite. Donc pour résumer l'approche programmatique, c'est de pouvoir pousser la bonne offre au bon endroit, au bon moment, partout sur le web, et surtout pouvoir pousser la bonne offre aussi sur le bon candidat. Par le biais, comme on a vu précédemment, la mise en place des big data, l'utilisation des big data, trouver le canal de diffusion qui sera le meilleur pour attirer le candidat, et comme on a vu tout à l'heure, mettre en place donc des indicateurs qui permettent de mesurer la pertinence de l'annonce, enfin des recrutements, et permettent aussi une traçabilité. Donc c'est là où on passe du trading omnicanal, donc on passe par les différents canaux qui sont utilisables. Donc si vous partez sur la droite, les candidats passifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément à la recherche d'un emploi, mais qui sont à l'écoute du marché, on va essayer d'aller les récupérer sur les réseaux sociaux ou sur les displays, c'est-à-dire les sites de grande audience. Par contre, les candidats actifs sont ceux qui vont, eux, se rendre sur les sites d'annonces comme les job boards ou les agrégateurs pour aller voir les offres d'emploi et pour pouvoir postuler par la suite. Ouais. Ah, pardon. Donc, en fonction des canaux utilisés, on va adapter le contenu. Donc là, on va faire adapter les contenus en fonction des réseaux sociaux, par exemple. Donc on va pas avoir les mêmes textes, on va pas utiliser les mêmes textes, on va pouvoir utiliser des vidéos, adapter tout ça en fonction du réseau social. Donc forcément, si on part sur LinkedIn, ce sera du professionnel. Sur Facebook, ce sera peut-être passé sous un autre thème. Après, vous avez les displays, c'est-à-dire les sites internet de grande audience. Donc là, vous pouvez avoir le Figaro Économie, HR Voice, qui vont permettre sur lesquels vous allez pouvoir publier des publicités vers lesquelles vous allez envoyer les potentiels candidats. Et enfin, vous avez les job boards qu'on connaît tous, qui sont de plus en plus développés. Qui sont de plus en plus développés et qui sont de plus en plus utilisés. Pardon. Et enfin, les agrégateurs, qui est un nouvel outil média donc, dont on connaît le plus important, enfin en tout cas le plus connu, qui est Indeed. Et on voit qu'il y en existe d'autres. Pour la mise en place du recrutement, une stratégie d'optimisation continue. Donc comme on peut voir, généralement, les clients partent du principe que aujourd'hui, avec tous les sites internet et les réseaux sociaux, ils pensent que la publicité n'est pas forcément le canal le plus aisé pour attirer les nouveaux candidats. Mais on se rend compte que, en fait, depuis un candidat qui n'est pas forcément actif sur le marché peut être attiré dès le départ par une offre, par une publicité. Il va s'intéresser suite à cette publicité à l'entreprise et éventuellement par la suite consulter le site de l'entreprise et derrière postuler à des offres qui pourront être afférentes. Lorsqu'on conseille un client au niveau de la mise en place d'une campagne de recrutement, on commence par l'analyse des éventuels besoins de la société, les analyses des annonces d'emploi qu'ils souhaitent mettre en place. Derrière, on leur fait des recommandations sur le profil, enfin, sur le canal le plus adapté pour l'offre à choisir. Ensuite, on aide au paramétrage afin d'arriver aux objectifs définis par la campagne.
Et enfin, on finit par faire un bilan, voir si la campagne a été concluante. Est-ce que le budget a totalement été écoulé? Est-ce qu'il reste du budget? Et donc, dans ce cas-là, on peut se lancer sur une prochaine campagne. Donc ça, c'était la mise en place d'une campagne de recrutement. Donc pour conclure sur cette partie-là, il faut partir donc du principe qu'il faut déjà voir à l'intérieur de son organisation si les composantes que nous avons, les talents, les besoins que nous avons sont bien pertinents, et donc par derrière en découle une mise en place et une sélection des canaux nécessaires au choix de ces candidats, et enfin pour la mise en place notamment de cette campagne de recrutement par le biais de Transfolab, parce que nous aujourd'hui on fait essentiellement du conseil à ce niveau-là, et pour la suite on met en place des partenariats avec des Transfolab. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions du coup? En sachant qu'on a une collègue de Paris, de Vincent, qui est connectée sur Teams et qui peut aussi répondre à vos questions, notamment sur la programmatique ou d'autres sujets. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bon, très bien. Alors on va passer à Brice du coup sur le témoignage de l'entreprise par rapport à cette stratégie de recrutement. Bonjour, donc je suis Brice, je suis le président et le fondateur de Voltaire Group. On fait des selles d'équitation. On est basé au Pays Basque. On a créé l'entreprise il y a 11 ans. On a commencé dans un petit garage à Espelette. Aujourd'hui, il y a 200 personnes. On fait les 3/4 de notre activité à l'international. Et on a l'innovation au cœur de notre stratégie. On a déposé de nombreux brevets, comme sur la pièce là, qui est en démonstration. Et on a aussi été les premiers au monde à lancer en 2016 une selle connectée. Une selle connectée, c'est un peu comme une Apple Watch pour cheval. Ça va dire le temps qu'on passe à chaque allure, pas trop galop, le rythme cardiaque, le temps de récupération à l'effort, ce genre de trucs. Alors, sur le recrutement, bon, on a un peu des malades mentaux du recrutement. En 2019, on avait à peu près 200 candidats par an qui postulaient dans l'entreprise. On était débordés et il y avait des candidats qui ne répondaient pas. En 2021, sur les 12 derniers mois, on a eu 2258 personnes qui ont postulé chez nous. 100% des gens ont eu une réponse. On a recruté 52 personnes, soit 2,5% des gens qui ont postulé. On rigole en interne, on dit c'est mieux qu'Harvard. Bon, on n'est pas Harvard, hein, même si j'ai mis une photo d'Harvard. Et puis, on est passé de 2 à 0 RH en même temps. Donc un peu l'idée, c'est de témoigner à comment on a fait pour faire x10 son nombre de candidats sans RH. Ou pas. En fait, le truc, c'est que c'est un engagement de tout le monde. Donc on passe tous beaucoup de temps à recruter parce qu'on estime que si on se plante sur un recrutement, c'est des heures et des heures qu'on va passer, alors que si on réussit nos recrutements, ben c'est des heures et des heures qui vont être économisées avec des agents super efficaces qui vont cartonner. Donc en fait, cette un peu révolution interne qu'on a fait sur le recrutement, c'est à la fois un changement d'outils et de process. Donc l'outil, c'est tout à l'heure quand on parlait de digitalisation, c'est un mot, c'est en gros on a maintenant un logiciel de recrutement qui va, ce qu'on appelle un ATS. Nous le nôtre c'est Recruity, qui est une boîte hollandaise, mais il y a aussi des boîtes françaises qui font ça très bien, truc Fletcher notamment. Et donc ça nous permet que dès que le candidat postule, déjà il y a une accusé de réception, sur lequel on a énormément travaillé sur tous les textes pour que dès qu'il postule, ils comprennent qui on est et qu'on l'embarque sur notre projet d'entreprise, quoi. On a aussi une page carrière qui est super simple, mais au moins on se présente, on a toutes nos offres, on a des candidatures spontanées. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je pense que 20% des gens qui postulent sont des candidatures spontanées. Donc on encourage vachement à ça. Et régulièrement, c'est des profils où on n'a pas encore l'offre, mais elle va bientôt être publiée, et on les actionne et ça fait des recrutements. Donc ces process et
Et ensuite, méthode et aussi outils. Donc oui, clairement, une page carrière, c'est super important. Et ensuite, le processus de recrutement. J'enchaîne direct dessus. En fait, quand on recrute, première étape, c'est on passe vachement de temps sur faire ce qu'on appelle une scorecard. Une scorecard, c'est pas une fiche de poste, c'est notamment une fiche de poste. Donc la première étape, c'est on va décrire les missions. Les missions, c'est une fiche de poste en gros. Ensuite, on met les objectifs, donc les objectifs tangibles, mesurables, quantifiables que la personne qu'on recrute va devoir atteindre. Ensuite, on met les qualités nécessaires. Donc les qualités, c'est quoi c'est ce qui est inné en fait globalement, c'est les trucs qu'on a. Et ensuite, on met les compétences souhaitées, c'est ce que les compétences dont on a besoin pour le job. Et ensuite, le workflow qui est un peu comment ça va se passer, procédure de recrutement. Donc nous, on a notre truc, c'est qu'on recrute vachement sur les qualités, on regarde ce que les gens ont et pas ce qu'ils ont appris, même s'il y a des jobs où les compétences c'est important. Pour vous dire, le premier commercial que j'ai recruté aux États-Unis, il parlait pas anglais, parce que la langue ça s'apprend, mais il avait toutes les qualités intrinsèques pour devenir un bon commercial. Donc, et pourquoi on fait une scorecard, pour revenir à ça, c'est parce qu'en fait, comment on peut faire un bon recrutement si on ne sait pas ce qu'on cherche? Si on cherche une danseuse étoile et qu'on recrute et qu'on voit un super rugbyman, eh ben, il a beau être super, c'est pas ce qu'on cherche, quoi. Donc c'est la cible, si on veut un 2, il ne faut pas aller chercher un 5, et inversement, quoi. C'est qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Donc nous, on fait ce qu'on appelle des scorecard review. Donc tous les gens concernés par le poste se réunissent, ça dure 1 heure, et on challenge chaque membre de la scorecard. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est cette qualité. Est-ce qu'on veut qu'il soit rigoureux, organisé? C'est quoi son objectif? On est hyper exigeant là-dessus. C'est quoi la grosse qualité d'une bonne personne qui fait passer des entretiens, à votre avis? Écoute. Pardon? La curiosité. Ouais, je pense que c'est 2 qualités super importantes pour moi et qui sont essentielles. Et pour moi, la qualité de base, c'est l'humilité. Parce que, en tout cas, je fais régulièrement des erreurs de recrutement, et je pense qu'on en fait tous. Et quand on regarde un peu les chiffres sur le recrutement, c'est un extrait de Work Rules, de l'ancien DRH de Google, que je vous invite tous à lire. Bon, en gros, ils ont fait une étude sur 3000 personnes qui faisaient passer des entretiens et comment ils étaient bons à prédire est-ce que les gens allaient performer dans l'entreprise. Et il n'y avait qu'un mec qui faisait mieux que la moyenne. Donc c'est un truc où en général, on a tendance à toujours surestimer sa capacité en soi en se disant putain, moi je suis trop bon et tout ça, j'ai un super feeling. Mais en fait, c'est rarement vrai. En tout cas, chez Google, sur 3000 personnes, il n'y en a qu'un qui fait mieux que la moyenne. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on a un processus hyper collectif. On partage à la fin, c'est pas moi qui décide, c'est tous les gens qui ont participé au processus de recrutement. On vote, on fait ce qu'on appelle un hiring review, on met toutes les notes qui ont été faites lors de l'entretien et on choisit. Aussi sur les entretiens, on fait pas d'entretien au feeling, ce qu'on appelle les entretiens libres. Là aussi, parce qu'en fait, les données montrent que les moyens les plus performants pour savoir la performance de quelqu'un qui va voir sur un poste, c'est pas des entretiens libres. 14% de chances de prédire si un candidat va être bon ou pas. C'est les entretiens structurés, 26%, donc c'est quand même quasiment 2 fois mieux. Donc nous, on a des questionnaires pour chaque étape, et tout candidat a exactement les mêmes questions, passe par les mêmes trucs. Et ensuite, c'est les mises en situation, 29% de chances de prédire si un candidat va être bon ou pas. Donc c'est les cas, nous, par exemple, sur les jobs de cellier, on les fait venir une journée en atelier, on voit comment ils se débrouillent avec leurs mains. Et un vendeur, on le met en situation. Enfin bon, bref, on fait ça. Donc le processus, il est méga carré. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebondir sur des questions et tout ça. Donc en gros, le processus, c'est on commence par ce qu'on appelle un entretien découverte, 15 minutes, visio, de la pré-qualif, quoi. Enfin, on voit si il y a un match. Une personne qui fait ça, obligatoirement en visio, même si la personne habite à 1 km, on veut que ce soit en visio. Ensuite, c'est 2 entretiens longs, à chaque fois avec 2 personnes. Donc c'est
soit des entretiens structurés type chronologique ou ciblés, soit des cas où on fait faire des choses aux candidats. Un ref check. Ouais. Il y a un intervieweur au premier et ensuite 2 intervieweurs, mais un seul candidat. Je ne sais pas si c'était ça la question. Ouais. Ouais. Donc en gros, c'est-à-dire que personne ne rentre chez nous sans avoir vu au moins 5 personnes, même les stagiaires. Parce que voilà. Ouais. Pardon ? C'est le truc qu'il n'y a pas de bon intervieweur. En revanche, qu'à 5, on a moins de chances d'être nul, quoi. C'est le même processus de développement, mais ce n'est pas les mêmes étapes. C'est-à-dire que tout le monde commence par la découverte, mais typiquement, en atelier, pour un gars en prod, le long interview one, c'est 1 jour d'essai en atelier. Deuxième étape, c'est 1 semaine d'essai. Un développeur informatique va y avoir un entretien chronologique où on parle de sa naissance à aujourd'hui, et ensuite, on le fait coder en live avec un gars qui fait du dev. Un commercial, on fait un entretien, un peu particulier, et ensuite c'est une mise en situation, on le rencontre dans une écurie, on voit comment il est autour d'un cheval, et voilà. Donc en fait, selon les métiers, on adapte, mais c'est la même structure. Oui, la preuve, il y en a un ici. On a quand même repris quelqu'un pour faire du recrutement il n'y a pas longtemps, et il est passé par le même filtre. Bah, nous, on a des apprentis qui... En fait, on recrute de gens qui sont pour les métiers hyper manuels, qui n'ont pas de niveau prérequis. Et après, hors des apprentis, on recrute des docteurs, des trucs. Enfin, on a une variété de profils qu'on recrute qui est assez grande. Bon, je ne recrute pas que des développeurs informatiques comme certaines entreprises ou que des sales. Voilà. Le problème aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a des time to hire, du temps pour recruter quelqu'un entre premier contact du candidat et recrutement. Notre moyenne, c'est 74 jours sur les 12 derniers mois. Donc, on est long et c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille pour être vachement plus réactif. Et là, récemment, il y a eu quelques postes où on a vraiment accéléré pour ne pas passer à côté de bons candidats, mais n'empêche que tout le monde passe par le process. Et du côté du candidat, ah oui, aussi quand je disais digitalisation du process, nous, tous les échanges sont automatisés. On a aussi pour tous les rendez-vous, c'est des liens où ils appuient sur un clic et ils ont la disponibilité des gens qui vont voir un entretien. Un tiers du temps passé par les RH est passé à fixer des rendez-vous, en général. Si on élimine ce temps à 3 secondes, c'est quand même plus efficace. Et du côté du candidat, il y a cette semaine, on a recruté 2 personnes, dont une personne qui est pour un poste de DSI, et elle m'a dit, elle a eu le même jour 2 offres, et elle m'a dit, ce qui a fait la différence, c'est votre process de recrutement. Ça fait 6 mois que voilà, je rencontre des entreprises, j'ai jamais vu une entreprise qui fait ça, et c'est hyper pro, et en fait, ça me donne envie je me dis que si c'est pareil dans l'entreprise, ça va dépoter, quoi. Et c'est vrai que les entretiens, enfin, les retours qu'on a, c'est carré, c'est pro, et voilà. Et on est un peu lent, mais on préfère que ça prenne un peu plus de temps, et s'il faut. Mais en gros, on essaie quand même de faire mieux. Ah oui, bon. Comment ? Ce que je disais, c'est 74 jours. En fait, j'ai regardé avant ce truc. Sur les 12 derniers mois, 74 jours. Et sur les 3 derniers mois, c'est 60 jours. On a progressé. Et donc, c'est quand même long, mais c'est entre le premier contact du candidat et nous. Et parfois, tu as plusieurs candidats dans le pipe. Et tu peux pas non plus... mais j'aimerais qu'on arrive à 30 jours, quoi, en moyenne, ce qui serait pas mal. On perd des candidats. On a la chance d'avoir beaucoup aussi de candidats entrants. Et en gros, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en gros, on a un système de notation qui est... En fait, on va noter appréciation en général. Ensuite, toutes les qualités de la personne, on les note individuellement. Et après, quand on passe des entretiens ciblés, c'est-à-dire des entretiens de est-ce que la personne a la capacité d'atteindre les objectifs qu'on va lui fixer, on note aussi ça.
Et en gros, la façon dont on veut faire évoluer, parce que c'est comme tout, c'est de l'amélioration continue, il faut toujours faire évoluer ses process, c'est quand quelqu'un a ce qu'on appelle un grand oui chez nous, c'est voir comment on peut fast-tracker le truc, enfin l'accélérer pour que... Et c'est ce qu'on a fait sur 2-3 candidats. Typiquement un candidat, d'ailleurs, que je pense que grâce à une annonce que tu as relayée, qu'on a recruté deuxième cette semaine, très bon candidat, boum, on a vraiment accéléré. Et en 8 jours, on avait bouclé le truc, quoi. Mais après la première étape. Page web. Outil qui permet, en fait, avant, on a un outil central qui envoie à tout, à Indeed, à LinkedIn en même temps, à tous les gros sites. Donc, en fait, tu mets une annonce, ça part en ligne partout. Donc, ça revient très vite. Je pense que localement, on essaie, s'il y a de la presse, il y a une interview radio France Pays Basque, machin. Voilà, on essaie de le faire. On a été sélectionné par Capital comme un des meilleurs employeurs de l'ouest de la France. Donc en fait, et puis je pense que on s'occupe bien des gens dans l'entreprise, donc ils nous renvoient aussi pas mal de gens. On a aussi un vivier qu'on suit. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font ça. Mais j'ai compté quasiment 10% des gens qu'on a recrutés cette année. C'est des gens qui avaient postulé et à qui on avait dit non, parce qu'ils n'étaient pas adaptés au poste qu'on avait. Et on les a recherchés derrière, on les a recontactés pour leur dire tiens, on a ce nouveau poste qui vient s'ouvrir, est-ce que tu le veux, quoi. Enfin, pas est-ce que tu le veux, est-ce que tu es prêt à repasser le process. C'est réparti entre les managers. Donc en gros, on a les candidatures en 30. Bon, moi je fais un entretien par jour, donc je suis hyper committed dans le recrutement. Aujourd'hui, on a Gaëtan qui nous a rejoint depuis septembre, donc on a repris quelqu'un. Mais sur les 12 derniers mois, les 2258 personnes qu'on a eues, il y a personne. Enfin, en gros, on a un logiciel où il y a tous les candidats qui postulent. Ça fait, je crois, 6 par jour ouvrables et tout ça. C'est pas non plus insurmontable. C'est réglé. Enfin, si tu as tout qui est super bien automatisé, tu décides, je veux pas parce que j'ai pas de poste, on répond. Et il y a les messages automatiques de refus. Pourquoi on refuse la personne? On sélectionne la raison du refus. Si c'est un entretien, c'est un clic. Boum, je envoie l'entretien avec moi. On explique le mail, il est déjà fait. Le lien du rendez-vous, il est déjà fait. Donc globalement, ça me prenait 10 minutes par jour pour gérer 6 candidats. J'affectais aux personnes du service, comme c'est très décentralisé. Moi, il y a des candidats que je ne vois pas qui sont recrutés dans la boîte. Même si je fais beaucoup d'entretiens, il y a régulièrement des gens que je ne vois pas. Donc, en fait, c'est un système super efficace, quoi. Dans la boîte, il y a une trentaine de personnes qui font passer des entretiens. Tout le monde est formé sur comment on fait passer un entretien et qu'est-ce qu'on cherche. Et voilà. Ouais. Alors, globalement, ça nous arrive. Typiquement, j'ai 2 exemples. Il y en a un, c'est on cherchait un responsable commercial en Allemagne. Grosse difficulté. En fait, on a un peu des bourrins, donc on contacte des gens là-bas. On leur dit c'est quoi les sites, c'est quoi les machins. Et puis, on trouve des sites partenaires relais sur le métier qu'on cherche dans le pays ou la zone géographique qu'on cherche. Et ça nous rebalance du lead. Et là, comme par magie, il n'y a pas de candidats qui apparaissent, quoi. Et il y a un autre cas, ça nous est arrivé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait branché talent.io et d'autres trucs. Voilà, on va chercher sur des besoins, des métiers où on ne trouve pas facilement. Il y a des métiers qui sont plus en tension que d'autres, quoi. Évidemment. Enfin, typiquement, la semaine dernière, mais c'est sur YouTube, je ne peux pas te dire, mais on avait un candidat qu'on voulait absolument. Donc là, on a accéléré énormément le process. On l'a fait venir, on lui a fait tout passer à la suite. Donc c'était bouclé dans la journée. Proposition le jour d'après. Enfin, on a fait ref check le jour d'après. Proposition 2 jours après. Et on lui a mis la pression sur la date de réponse. Et il était en cours dans d'autres boîtes et d'autres trucs. Et on lui a mis une deadline. Et s'il n'avait pas respecté la deadline, on ne l'aurait pas pris parce que ça voulait dire qu'il n'avait pas la motivation pour bosser dans la boîte de toute façon. Donc voilà. Et on a quand même toujours la chance de... On a rarement un candidat... il ne s'est jamais arrivé qu'on ait un seul candidat qui postule sur un poste. On a toujours... il y a des fois, il y a 150 candidats et des fois, il y en a 15, mais on a toujours quand même une quinzaine de personnes. Et
Donc il y a quand même toujours la compétition malgré tout qu'on leur fait un peu sentir, quoi. C'est notre job. Brice va réintervenir juste après. C'est le grand témoin entreprise parce qu'il a mis en place pas mal de choses, donc on pourra encore lui poser plein de questions. Du coup, là, vous pouvez répondre aux questions sur l'évaluation, puisque Brice en a un peu parlé, mais sur le Bicast, est-ce que vous avez déjà été formé aux entretiens de recrutement, au process de recrutement? Parce que Brice parlait de mise en situation, de rencontres, de pas mal de tests, etc. Est-ce que vous avez été formé à ça? Ok, donc quand même, on a une... Et les techniques d'utilisation, du coup, entretien structuré, one-one, mise en situation, référence check. Ouais, donc ça... Ouais, voilà. Bah, du coup, on a bougé les questions pour... Et les principales difficultés pour évaluer le candidat? Biais cognitif. Il y a d'autres choses qui peuvent ressortir. ressortir et qui peuvent être vraiment des éléments d'échange et de réflexion. Sur l'évaluation de voilà, ce que Brice évoquait, les qualités, le mot très à la mode, les soft skills, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on y met derrière, les modes de comportement, les modes de fonctionnement, les compétences. Comment j'évalue une compétence. Là, je pense qu'il y a des choses vous devez pouvoir enrichir. Ok. Bah, je pense qu'on a vu pas mal de choses là avec Brice. On regardera tout à l'heure entre deux pour voir si on répond aussi à d'autres questions. Donc on va passer à un petit focus sur la marque employeur avec l'APEC, que je remercie puisque tout ce Bicast, on l'a fait ensemble. Hein. Merci beaucoup. Cécile. Voilà, si vous avez répondu. Là, vous avez répondu. Donc Néla m'a donné un super challenge, 10 minutes sur la marque employeur. Voilà. Donc j'ai essayé et effectivement, déjà ce nuage de mots, donc je ne me suis pas présentée, donc Cécile Carvalho, je suis consultante à l'APEC. Job board, entre autres, que vous utilisez tous, j'espère. Donc la marque employeur, quand on parle de marque employeur, souvent, alors je vais stopper l'activité pour que le nuage de mots ne tourne plus. C'est vrai qu'on nous parle de valeurs. On nous parle aussi, oui, c'est une approche marketing, voilà à quoi ça sert. Mais on parle aussi de culture d'entreprise, d'attractivité, d'engagement. Et la marque employeur, c'est rendre visible tout ça. Donc Vincent en a parlé tout à l'heure. Et donc, dans les autres questions que j'ai posées, auxquelles vous n'avez pas répondu, donc je vous propose de répondre, mais c'est pas grave, je vais quand même continuer. C'est de se dire, est-ce que vous savez ce qu'on dit de vous sur Internet? Ce qui se dit de vous, alors quand je dis vous, c'est pas vous en tant qu'individu, c'est vous, votre entreprise. Voilà, avis sur, est-ce que vous avez googlisé votre entreprise? Avis sur, entre guillemets, le nom de votre entreprise sur Google. Vous verrez les avis, parfois, ou les avis sur Glassdoor, ou sur les avis Choose My Company. Je pense que la dernière intervention parlera de ça. Mais c'est ça aussi la marque employeur, c'est pas que l'interne. Donc, vous répondrez aussi, est-ce que vous avez, quand on vous parle de promesse employeur, est-ce que vous savez expliquer ce que c'est que votre promesse employeur? Et puis, dernière question qu'on vous pose, c'est est-ce que sur votre site internet, vous parlez de vos métiers, alors quand j'ai dit vos sites, c'était pour pas dire vos produits. C'est pas votre site, c'est vos produits, vos unités de production. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on voit des super sites internet avec des jolies usines, des jolis produits, mais pas les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise. Voilà, donc on voit des super sites qui sont plus des sites commerciaux que des sites entreprises sur lesquels votre promesse employeur va être visible. Voilà. Alors, les fondamentaux de la marque employeur. Alors, aujourd'hui, la marque employeur, c'est quoi? Un luxe, une nécessité? C'est du marketing, c'est de la poudre aux yeux? Non, aujourd'hui, c'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité? 3 raisons essentielles. Il y a un changement de comportement. Depuis quelques années déjà. J'ai enlevé les chiffres parce qu'il y en avait beaucoup, mais je vais quand même vous en citer quelques-uns qui sont assez significatifs. D'accord? Alors, en amont,
on est tous d'accord, les candidats que vous cherchez, ils sont en poste. Tout à l'heure, vous parlez de chasse de tête, voilà, ils sont en poste. Donc 80% des candidats, avant de postuler ou d'envoyer une candidature spontanée ou de répondre à un chasseur de tête que vous allez payer très cher, ils se renseignent sur votre entreprise. D'accord? Donc ils vont aller voir, ils ont un nom du patron, un nom de l'entreprise, ils vont aller voir ce qu'ils trouvent sur votre entreprise. Donc s'ils trouvent rien, déjà ils vont pas avoir envie de continuer. 50% des candidats renoncent à postuler quand ils trouvent peu ou pas d'informations sur l'entreprise ou quand ils trouvent des informations négatives. Donc voilà, c'est déjà se dire quelle est la visibilité que j'ai. 78% vont être incités à envoyer une candidature spontanée. Tout à l'heure, Vincent parlait de candidat actif, de candidat passif. Un candidat passif, ça veut dire qu'il y a un candidat qui n'est pas vraiment en recherche d'emploi, il est en poste, mais quand même, ça commence à le travailler un petit peu s'il est un peu actif sur LinkedIn, par exemple. Il va postuler. Il va avoir envie d'abord de suivre votre entreprise, par exemple, sur LinkedIn, et ensuite de rentrer en contact avec vous, et ensuite de postuler s'il voit des informations, s'il trouve des informations, non pas uniquement sur les produits et sur votre démarche commerciale, mais sur vous en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, et votre politique RH. 74% des candidats qu'on interroge nous disent qu'ils ne reçoivent jamais de réponse. Donc, Brice, bravo, hein, vous répondez à tout le monde. Mais bon, voilà, moi, ça fait quelques années que je suis dans le métier et j'entends toujours ça de la part des candidats. Voilà, ils ne reçoivent pas. Donc ça, c'est aussi une question d'expérience employeur et d'expérience candidat, pardon, et de marque employeur. Alors, ça, c'est des changements de comportement. Aujourd'hui, le candidat... Et il est comme un client. Hein. On parle aujourd'hui de marketing RH. Il y a 4 ou 5 ans, on ne parlait pas encore tout à fait de marketing RH. Hein, votre candidat, c'est un client. Et vous êtes un client pour le candidat. Donc, il faut changer de posture. On a les nouveaux outils, Vincent en a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, l'utilisation de l'ordinateur, des sites, les ATS, qui vont faire gagner du temps. Dans la gestion des candidatures, les vidéos dans les offres, les images, hein, voilà, tous ces nouveaux outils qui interviennent, et puis un marché de l'emploi qui évolue. Voilà, même avec la crise, hein, on s'est dit waouh, ça va donner quoi? Est-ce que les entreprises vont se remettre en recruter? Ben oui, on a réatteint le niveau d'offres d'avant la crise de 2019. On ne voit pas encore tout à fait les candidats se mobiliser à bouger. Ça commence un peu, j'ai l'impression, mais il faut attendre encore quelques mois pour se dire est-ce que la mobilité... Alors c'est vrai que je parle de cadres, mais je crois que vous allez recruter peut-être essentiellement des cadres. Voilà, il y a eu un phénomène d'attentisme. Et puis, bon, est-ce qu'ils vont repartir? On pense que oui. Alors la marque employeur, c'est quoi? C'est tout ce qui donne envie aux candidats de venir travailler chez vous et de rester. Alors, ce n'est pas un slogan APEC, hein, j'ai mis les références, mais on trouvait que ça résumait bien l'enjeu de la marque employeur. C'est donner aux candidats de s'intéresser à vous, de venir et surtout de rester. Hein, la notion de fidélisation, elle est aussi de la marque employeur. Donc, autrement dit, on parle de ce qu'est l'entreprise. Donc l'interne, l'histoire, le cœur de métier, les collaborateurs, l'expertise, la politique RH, qui je suis moi en tant qu'entreprise et qu'est-ce que j'ai envie de raconter au sens positif du terme, hein, quelle histoire j'ai envie de raconter. C'est ce que les collaborateurs peuvent dire de l'entreprise. Tout à l'heure, Vincent a parlé de la démarche de collaborateur ambassadeur. Ben oui, hein, la cooptation, je crois que dans le nuage de mots de tout à l'heure, vous l'avez aussi évoqué, hein, la cooptation, c'est aussi un moyen de sourcing. Encore faudrait-il que vos salariés aient envie même s'ils sont bien, de coopter, de recommander votre entreprise. Donc voilà, pourquoi je reste là, pourquoi je m'y sens bien, pourquoi j'ai envie je suis prêt, même s'il n'y a pas de chèque à l'appui, parce qu'il y a des systèmes de cooptation avec un chèque, pourquoi je serai prêt à recommander quelqu'un. D'accord ? Et puis c'est l'externe aussi, donc je parlais de googlisation tout à l'heure, mais c'est aussi ce que les candidats peuvent dire de vous, même un candidat qui n'a pas été retenu à un instant donné,
s'il a eu une réponse argumentée, courtoise à minima, mais en tous les cas argumentée, il aura plus envie de dire oui, bah, c'est une entreprise avec laquelle j'ai eu une bonne expérience candidat. On parle d'expérience candidat, d'expérience collaborateur. Voilà. Donc les fournisseurs, les clients, aujourd'hui, il y a des structures institutionnelles qui vont voir les sites RH des entreprises pour référencer des fournisseurs potentiels. Donc une fois qu'on a posé la définition, j'ai donné 4 axes, et je ne les développerai pas, mais je pourrais répondre à vos questions, pour construire sa marque employeur. À partir de tout ça, je fais comment? Alors, premièrement, c'est de poser la question, on est sur du recrutement, on pourrait d'abord se dire les 5 leviers majeurs d'attractivité pour recruter des cadres. D'accord? C'est déjà montrer aux candidats qu'ils sont uniques et fantastiques, et considérer le candidat, et qu'ils sont attendus. D'accord? On parlait tout à l'heure de processus, de durée. Voilà, c'est aussi réduire, par exemple, comment je bouge bon. C'est réduire la durée du processus de recrutement. C'est communiquer sur l'environnement de travail proposé, communiquer sur l'écosystème de l'entreprise, sur le processus, et ce processus de recrutement le plus court possible, et communiquer sur l'intérêt de la mission. Vous voyez que la question du salaire, par exemple, elle n'est pas là sur un des premiers facteurs d'attractivité, levier d'attractivité des cadres. Ça arrive, bien sûr, c'est une question qui arrive, mais on ne l'a pas en premier. J'ai parlé tout à l'heure de marketing RH, d'accord, d'évolution des comportements. Là, l'idée, c'est aussi de dire que vous devez considérer vos clients, vos candidats, comme des clients. D'accord ? Le client, il attend de la proximité, du lien, de la personnalisation. Aujourd'hui, dans toutes les offres quasiment, on offre la possibilité, et pas quand je dis on, c'est l'APEC, mais dans tous les sites, et job board, etc., de donner le nom de l'interlocuteur en charge du recrutement. D'accord ? Donc, ce qui fait que le candidat, il prend le nom, il va sur LinkedIn, il vous demande en relation. Voilà, on personnalise la relation. On a des entreprises qui mettent même les numéros de téléphone sur les offres, en disant « Appelez-nous, on répondra à vos questions ». On a des entreprises dans leur site internet qui donnent le témoignage de monsieur machin ou monsieur un tel, qui a telle fonction et qui est prêt à répondre aux questions des candidats pour personnaliser la relation, pour donner de l'info, donner du témoignage. Donner également du témoignage sur un parcours collaborateurs dans l'entreprise. Tout à l'heure, j'ai parlé de politique RH. C'est aussi intéressant de dire, de pouvoir donner à voir ce que des candidats qui sont rentrés chez vous il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, sont devenus aujourd'hui. C'est ça aussi la marque employeur. Deuxième étape de la marque employeur, c'est définir votre marque et faire son état des lieux. Donc souvent quand je parle marque employeur, les gens me disent qu'est-ce que vous avez fait sur votre marque employeur ? Ils me disent souvent je suis allé sur LinkedIn et j'ai fait mon profil LinkedIn. D'accord, c'est bien. Et vous dites quoi ? Mais là, c'est là que les choses se compliquent parce qu'on dit quoi ? Alors, bien sûr, si on est le patron de l'entreprise, c'est bien, mais quand on est un responsable de service, c'est un peu plus compliqué. J'ai mis mon parcours, mais en quoi ça contribue à la marque employeur ? Donc, dans ma remarque, la première chose pour réfléchir à sa marque employeur, il faut bien évidemment que ça parte du dirigeant. C'est le dirigeant qui permet cette réflexion, qui permet de mettre à plat, d'abord analyser ce qui se fait en interne et ensuite ce qui pourrait être amélioré. Avant d'aller communiquer ce qui fait en interne, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je fais moins bien et qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Donc voilà, en s'interrogeant sur toutes ces thématiques d'entreprise. Le fonctionnement de votre entreprise. D'accord, voilà. Et c'est écrire, du coup, ce qu'on appelle votre promesse employeur. Quand il va venir chez vous, le candidat, qu'est-ce qu'il va trouver de plus, au-delà d'un job, dans votre entreprise, que ce qu'il fait actuellement ? J'ai dit tout à l'heure, ils sont en poste, donc
Donc voilà, donc vos atouts RH, votre culture, voilà, ce qui va permettre aux candidats de se projeter. Oui, je vais m'y sentir bien. Alors tous les candidats pourront pas se projeter, c'est normal. Hein, toute entreprise n'est pas adaptée à tout candidat. C'est difficile comme démarche hein, de faire ce diagnostic. Donc, du coup, moi, j'aime bien travailler à partir de cette liste de questions que je laissais. Et si vous racontiez votre histoire, j'ai laissé aussi le petit logo entreprise exercice, même si, bien évidemment, on ne va pas le faire là. Mais quand on a du temps, c'est en 3 minutes, quel pitch vous pouvez raconter sur votre entreprise. D'accord ? Sur votre histoire, sur qui vous êtes, voilà, spontanément. Et moi, souvent, quand je rédige des offres, je reprends des expressions que m'ont cité mes clients parce que je trouve qu'il n'y a rien de vrai que le parler d'un client quand il me présente et quand à bâton rompu, on échange sur leur histoire. Voilà. Donc, petites phrases qui peuvent enclencher le discours. Et troisième étape, voilà, une fois qu'on a rédigé sa marque, on sait ce qu'on va dire, on a fait un diagnostic, on a rédigé sa marque, sa promesse employeur, son histoire, on va diffuser sa marque. Donc, c'est aussi les remarques que disait Brice tout à l'heure, hein. Un site ou un onglet carrière. Hein, si vous n'avez qu'un site commercial, rajoutez un onglet, un petit mot sur vos carrières, vos compétences, etc. Une page entreprise sur les job boards et ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Sachez que nous, par exemple, à l'APEC, mais on n'est pas les seuls. Hein, Welcome to the Jungle, Indeed, ils font ça. Mais on a une trame de pages entreprise qui vous permet déjà de répondre à l'ensemble des questions et de réfléchir à l'ensemble des questions qui vont structurer votre démarche de communication. Vos offres d'emploi, hein, les offres d'emploi sont les premiers vecteurs de communication. On sait qu'un candidat, quand il commence à se dire « Tiens, j'ai envie de changer de job, j'en ai marre de Paris, il faut que je retourne au Pays Basque, voilà, enfin, un truc un peu classique. » Même s'il est en poste, sa première action, ça va être d'aller regarder les job boards. Alors après, il va aller postuler sur LinkedIn, il va enchaîner, etc. Mais quand il enclenche une mobilité professionnelle, c'est celle-là. D'accord ? Et la démarche de collaborateur ambassadeur, mais j'en parle pas parce que je ne sais pas comment il s'appelle dans le dernière partie, va nous en parler, donc j'en parle pas. Mais c'est super important. Et dernier axe dans la démarche de marque employeur, c'est faire vivre sa marque. Une fois que vous avez fait un joli post, travaillé votre pitch à la fois sur votre accroche LinkedIn, sur votre site internet, etc., à un moment donné, vous allez peut-être plus recruter tel ou tel type de profil. Et donc, moi, je parle de ligne éditoriale. C'est de dire, ben voilà, aujourd'hui, je renforce mes structures commerciales, par exemple, et donc je vais orienter mon discours sur les réseaux sociaux et sur mes offres, sur cet axe-là. Parce que par LinkedIn, par exemple, hein, c'est quand même un joli algorithme, et il comprend très bien. Il comprend très bien de quoi vous parlez. Je vais terminer sur un exemple. Moi, quand j'ai démarré sur la marque employeur et sur un atelier qui s'appelle Sourcer les profils sur les réseaux sociaux, je me suis entraînée. Il se trouve que les premières entreprises qui participaient à mes ateliers, c'était que des ESN. Donc, je me suis entraînée à ne chercher que des développeurs, des Java, des trucs auxquels je comprends toujours rien. Mais voilà. Et du coup, LinkedIn a bien compris que je cherchais des développeurs, des Java, des machins, des trucs. Et il ne m'envoyait que des offres d'emploi sur ce sujet-là. Or, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le recrutement, les RH, machin, etc. Donc, j'ai été obligée de faire comprendre à LinkedIn que je m'intéressais à d'autres sujets que les développeurs. D'accord ? Donc, voilà. À un moment donné, quand vous allez poster des sujets sur vos besoins RH, vos besoins en compétences, quand vous allez liker, faire des commentaires, partager des sujets sur lesquels vous avez des besoins, LinkedIn va comprendre que vous recherchez tel ou tel, et du coup, va vous envoyer des informations sur le sujet. Ça veut dire ça par un exemple, faire vivre sa marque employeur. 5 minutes, c'est ça ? Ouais. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Maxime Zeidenberg, je suis ingénieur, désormais étudiant à Sciences Po, un des rares étudiants aujourd'hui, je crois.
et surtout également coprésident de l'association du Pays Basque aux grandes écoles. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, du Pays Basque aux grandes écoles, c'est une association qui lutte pour l'égalité des chances dans les lycées, pour encourager les jeunes de nos lycées au Pays Basque à partir faire des grandes écoles et des cursus sélectifs du supérieur, et ensuite pour les encourager également à revenir au Pays Basque, à revenir travailler, ce qu'on appelle le retour au territoire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en quelques minutes pour essayer d'un peu de démystifier ce que nous, on prône, c'est-à-dire le retour au territoire des grandes écoles, des étudiants des grandes écoles, et également de vous donner quelques clés pour pouvoir attirer ces étudiants d'après le sondage que vous avez sous les yeux, vous êtes quand même une grande partie à rechercher. Donc d'abord, quelques clichés usuels qu'on peut entendre sur les grandes écoles. On entend souvent que leurs diplômés sont soit des personnes qui sont trop spécialistes, qui parfois vont être plus diplômés que ceux qui les recrutent, et donc vous n'allez pas forcément avoir des projets à leur donner. On entend aussi que ce sont des personnes qui ne veulent travailler que dans les entreprises du CAC 40 à Paris, que ce sont des personnes qui coûtent trop cher, et je vais essayer de vous montrer quand même que c'est pas toujours le cas, c'est même loin d'être le cas, et qu'il y a vraiment un intérêt à les recruter. Aujourd'hui, une grande école, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un établissement d'enseignement supérieur qui dispose d'une formation de haut niveau et qui recrute sur concours. Leurs étudiants sont donc formés autour de spécialités telles que l'ingénierie, le marketing, le commerce, l'économie, mais ils ont également une formation transverse qui va vraiment leur permettre d'être adaptés au monde de l'entreprise, avec bien sûr beaucoup de soft skills comme la prise de parole à l'oral, et ils vont également avoir un grand nombre de stages qui vont les faire, qui sont adaptés au monde de l'entreprise, contrairement à d'autres formations universitaires par exemple, qui peuvent proposer des stages mais qui ne sont pas obligatoires. Donc on sont vraiment aujourd'hui recruter un étudiant d'une grande école, c'est recruter d'abord un cadre, et c'est recruter quelqu'un, c'est avoir la garantie de recruter quelqu'un qui est performant, d'être quelqu'un qui est habitué à travailler sous la pression. Ce sont des personnes qui ont passé des concours, d'être quelqu'un qui est habitué également à l'excellence grâce à sa formation de haut niveau, et surtout qui va pouvoir comprendre le cœur de métier, la technique, mais également tous les enjeux transverses qui vont être autour, comme la mise sur le marché d'un produit, par exemple. C'est donc un atout clé pour le développement d'une entreprise, quelle que soit la nature de l'entreprise, que ce soit une entreprise technique ou plutôt de commerce. Recruter un étudiant d'une grande école, c'est quelqu'un qui va être capable de comprendre les enjeux, qui va être capable de comprendre l'écosystème et qui va justement permettre à l'entreprise de franchir un cap. Par exemple, on peut recruter quelqu'un d'une grande école en tant que chef de projet, quelqu'un qui va vraiment être capable de comprendre la technique et l'adapter au marché. On peut également recruter quelqu'un pour modifier ses process. Donc ce sont vraiment des personnes qui vont avoir les compétences pour faire passer un cap à l'entreprise, quel que soit le niveau de la personne qui les recrute. On a de beaux exemples, en particulier au Pays Basque, de personnes qui n'ont pas forcément fait de formation Bac+5, Bac+8, qui ont lancé leur projet dans leur camion et qui derrière vont recruter 5-10 ans après des personnes de grandes écoles justement pour pouvoir franchir un cap, pour pouvoir se développer à l'international, se développer également partout en France. Et donc c'est vraiment un enjeu clé pour les entreprises de demain au Pays Basque. Maintenant qu'on a dit ça, l'enjeu serait également de les recruter. Et ce qu'on observe souvent, c'est pas que les jeunes ne veulent pas revenir au Pays Basque, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des emplois en local, ils ne savent pas qu'il y a un dynamisme local pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsqu'on est étudiant ou jeune diplômé, et j'en suis un exemple, lorsqu'on recherche une offre d'emploi, que ce soit sur les job boards, sur LinkedIn, on va voir 90% des offres qui vont être sur Paris. 9% aller dans les grandes villes et peut-être 1% au Pays Basque. Donc on va être submergé d'offres sur Paris et les offres locales n'arrivent pas jusqu'à nous. Donc c'est réellement une problématique qu'il faut prendre en compte. L'autre problématique est que les grandes écoles, il y en a assez peu au Pays Basque. Alors on a bien sûr un magnifique exemple avec l'Estia, mais de nombreuses grandes écoles sont en dehors du Pays Basque. Les classes préparatoires, on en a une à Cassin, mais ça reste trop peu. Et donc beaucoup de diplômés que vous voulez recruter sont partis du Pays Basque à 17 ou à 18 ans. Donc ils ne connaissent pas l'écosystème économique local. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas les noms des entreprises et qui vont donc avoir une vision assez restreinte des opportunités qu'ils peuvent avoir au Pays Basque. Et tout comme il y a des clichés aujourd'hui sur les grandes écoles, il y a également des clichés de la part des étudiants sur l'économie locale. Certaines personnes, certains étudiants, alors qu'ils viennent du Pays Basque, pensent à tort qu'il n'y a que le tourisme. Ce qui est quand même assez terrible, parce qu'on est une des régions les plus dynamiques de France. Ce problème de connaissance du marché économique, vous pouvez également lutter contre ces clichés. La première chose, c'est en proposant des stages. Aujourd'hui, si on veut réellement que les étudiants des grandes écoles y reviennent plus tard travailler au Pays Basque, il faut leur donner l'opportunité de découvrir
l'économie locale. Et les stages sont une merveilleuse opportunité parce que généralement, souvent, les étudiants, lorsqu'ils cherchent des stages, ils cherchent à revenir près de leurs parents. Donc tous nos étudiants, tous nos lycéens qui sont partis dans les grandes écoles, les stages sont un merveilleux moyen de leur montrer qu'il y a un véritable dynamisme local. Ensuite, il faut également que vos offres, elles arrivent jusqu'à eux. Donc pour cela, il faut réussir à pénétrer les réseaux des grandes écoles. C'est quelque chose que nous, au sein de l'association du Pays Basque aux grandes écoles, on peut vous proposer. On est une association qui regroupe des jeunes diplômés, des étudiants qui sont issus ou qui sont encore dans ces grandes écoles, qui peuvent donc partager les offres de stage, qui seront eux-mêmes intéressés par ces offres de stage. Et donc, on peut réellement vous mettre en relation avec des étudiants et même identifier des personnes au sein de notre réseau qui pourraient être intéressées par vos offres. Et donc, je vous invite à justement diffuser vos offres de stage directement auprès des réseaux des écoles, directement auprès d'associations comme la nôtre. C'est ce qui s'est passé avec toi justement, Brice, qui a pu recruter quelqu'un grâce à notre réseau. Et donc c'est vraiment en promouvant ce dynamisme local, en partageant les offres et en faisant appel à des acteurs locaux qui s'engagent, tels que nous, et également la French Tech bien évidemment, que demain vous pourrez également, je pense, recruter les diplômés que vous recherchez. On sait aujourd'hui qu'il y a un taux de chômage très faible au Pays Basque. Il y a donc un besoin de main-d'œuvre. Ce besoin de main-d'œuvre, il existe, il vient du Pays Basque, il a été formé dans les meilleures écoles de France et il ne voit pas les opportunités qui s'offrent à lui aujourd'hui au Pays Basque. Et donc, on compte sur vous également pour justement pouvoir proposer des offres, pour pouvoir proposer vos emplois, vos stages à nous, jeunes, aujourd'hui du Pays Basque, qui avons envie d'y revenir et d'y travailler. Je pense que je suis pas trop mal au niveau du timing. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon on peut passer à la suite. Oui. Il y a deux choses que vous pouvez faire en tant qu'entreprise. La première, c'est quand vous avez déjà des diplômés de ces grandes écoles, c'est leur demander de partager les offres au sein de leurs écoles, ce que je pense vous faites. Et la deuxième, c'est d'aller voir des associations, par exemple comme la nôtre, mais également les associations d'alumni ou d'autres associations qui ont vraiment un réseau dans ces écoles, qui vont pouvoir partager les offres et qui vont pouvoir également identifier des personnes qui pourront être intéressées. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche bien, mine de rien, c'est aussi le bouche à oreille. Et ce bouche à oreille est particulièrement important lorsqu'aujourd'hui, les étudiants dans les grandes écoles vont avoir des dizaines et des dizaines d'offres. Si une personne qu'ils connaissent ou qui habite à côté de chez eux ou dans une résidence étudiante parfois, si son voisin toque à la porte et lui dit là, je viens de voir dans mon réseau au Pays Basque une offre qui pourrait t'intéresser, ça va permettre réellement de créer un premier lien, ce lien qui n'existe pas lorsqu'on voit 50 offres, qu'on a une liste justement d'offres d'emploi ou de stage qui apparaissent devant nos yeux. Et donc, on va en choisir une au hasard. Avoir vraiment ce contact, c'est vraiment éviter cette phase de tri trop rapide qui peut se faire aujourd'hui par les candidats. Oui. Juste une remarque sur ce point-là qui rejoint le point de la marque employeur en fait abordé juste avant. J'entendais la semaine dernière à la journée French Tech à Bordeaux, Lucine et Ata Internet parler de l'attractivité en fait qu'ils essayaient de développer pour leurs talents et ils mettaient beaucoup en avant l'expertise et l'excellence au sein de leurs équipes. Et en fait, ça, je pense que c'est un point hyper important pour l'attractivité des talents, notamment des talents qui viennent de grandes écoles, parce que le fait de savoir qu'en allant dans une entreprise qui est dans tel ou tel territoire, on va pouvoir aller côtoyer des points d'excellence et on va pouvoir continuer à développer, à apprendre et à développer ses compétences, c'est un point qui parle beaucoup en fait aux talents qui viennent de grandes écoles. Et il y a aussi donc ce sujet-là d'excellence vraiment à mettre en avant, je pense. Et sur un deuxième plan, le fait d'être flexible dans la manière dont ces personnes vont pouvoir travailler. Parce qu'en fait, quand on va dans une PME ou dans une grande entreprise en région, il y a peut-être aussi la peur d'être loin des gros pôles d'excellence ou des endroits où les tissus économiques sont très concentrés et où, de fait, on va rencontrer beaucoup d'acteurs. Donc, le fait de se sentir loin, ça peut être compliqué. Donc, s'il y a une flexibilité dans l'emploi, capacité à appartenir à des réseaux qui sont peut-être plus loin, une flexibilité dans le travail, la géographie, etc., je pense que c'est aussi important pour ces talents-là qui ont besoin, je pense, de continuer à développer leurs compétences tout au long de leur carrière, comme tout le monde, mais pour qui c'est peut-être un point sensible. Voilà. Totalement, je te rejoins parfaitement là-dessus. J'ajouterais même qu'aujourd'hui, un jeune qui va revenir au Pays Basque pour travailler, c'est un jeune qui va vouloir s'y installer. C'est pas quelqu'un qui va vouloir repartir après dans 5 ans lorsqu'on revient. C'est parce qu'on adore ici, donc on a envie d'y revenir, on a envie d'y vivre. Donc il faut plus que il faut bien sûr de l'excellence parce que c'est ce qui est motivant. Il faut parfois même donner des perspectives. Je vous ai dit, aujourd'hui les jeunes diplômés de ces grandes écoles sont des personnes qui sont capables de comprendre la technique et les sujets transverses,
qui, à terme, vont avoir envie également de s'engager dans les entreprises. Et donc, donner des perspectives, c'est également un moyen de convaincre ces personnes de revenir, de se dire que dans 5 ans, ils ne vont pas s'ennuyer. Dans 5 ans, ils auront toujours de nouveaux projets, ils vont pouvoir évoluer également dans l'entreprise. Et ces perspectives sont majeures, notamment lorsqu'on veut revenir au Pays Basque. Oui. En tant qu'ancien ou actuel de grande école, quels sont les outils en fait qui sont mis à votre disposition pour avoir une bonne connaissance de votre écosystème aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous appuyez? Est-ce que, je ne sais pas, tu as eu des outils type une cartographie avec les startups, les PME, les grands comptes qui sont dans ta région? Tu vois, est-ce que nous aussi, on peut vous aider en mettant en place des outils qui vont vous permettre finalement de vous trouver d'un côté, vous en école, et de l'autre côté, les entreprises qui peinent à recruter, qui sont peut-être pas visibles, je sais pas. Quels sont les outils qui ont été mis à votre disposition ou qu'au sein de l'association tu promets? Alors, je vais répondre double réponse. Je vais essayer de ne pas faire trop long, désolé. D'abord, au sein des grandes écoles, il y a 3 outils majeurs qui sont les réseaux d'anciens. Généralement, il y a une plateforme d'offres de stage et d'emploi qui vraiment est ciblée pour les étudiants de l'école. C'est là, je pense, où vous pouvez aussi intervenir, qui est plus restreinte donc que des job teasers ou Indeed, et également des forums. Donc, au niveau des forums, généralement, c'est les partenaires des écoles qui interviennent, donc c'est assez dur de s'y immiscer. Mais par contre, je pense que c'est important de pouvoir donner les offres de stage et d'emploi aux écoles pour qu'elles puissent les mettre sur leur plateforme un peu privée. Ensuite, nous, au sein de l'association, ce dont on a besoin également, si on veut, nous, on est prêt à vous aider. Ce qu'il faut, c'est que vous nous transmettiez les offres, en fait. Nous, une fois qu'on reçoit les offres, on les partage sur nos réseaux, on les partage en interne également auprès de notre communauté de jeunes diplômés, et on peut même faire un matching. C'est-à-dire qu'on voit l'offre, on va pouvoir identifier des personnes au sein de notre réseau ou des personnes qui ont fait des écoles qui pourraient vous intéresser pour ensuite pouvoir vous mettre en relation. On est en ce moment en train de développer également une CV Tech pour identifier chez nous les personnes qui seraient susceptibles de revenir au Pays Basque. Et donc, nous, ce qu'on peut vous demander aujourd'hui, c'est de nous transmettre vos offres. Et nous, lorsqu'on aura également des personnes qui veulent revenir et qui ne voient pas d'offres, on pourra également, si on a votre contact, vous mettre en relation directement avec elles, parce que parfois, vous n'avez pas forcément proposé d'offres, vous réfléchissez à une opportunité, et si quelqu'un se présente, c'est aussi l'occasion parfois de créer un poste. Merci. Je trouve du coup qu'il y a peut-être un paradoxe finalement entre ce qu'on a vu avant, où finalement il y a beaucoup un système de digitalisation et des nouveaux outils, et finalement le système des grandes écoles qui reste un peu comme avant, à savoir beaucoup de bouche à oreille, d'associations au sein des grandes écoles, effectivement, pour communiquer, pour trouver des offres. Alors, j'insiste sur le fait, enfin en tout cas c'est mon point de vue, cette question du bouche-à-oreille est particulièrement importante au Pays Basque parce que les offres sont noyées. C'est pour ça que je pense que c'est particulièrement important, et c'est vraiment sur un public assez spécifique. Vous avez raison, les grandes écoles, parce que ce sont des personnes qui sont ciblées, qui sont recherchées, et qui donc vont avoir une multitude d'offres. Donc on est vraiment sur des conséquences qui ont 2 origines. C'est le fait qu'il n'y a pas énormément d'offres qui viennent du Pays Basque, et donc par rapport au reste, par rapport aux grandes métropoles, et 2, le fait que les personnes sont en plus susceptibles de recevoir beaucoup d'offres. Donc c'est vraiment, moi j'insiste particulièrement là-dessus, ça ne s'est pas opposé à ce qui s'est dit avant. Aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a une digitalisation extrêmement importante des processus de recrutement. Et de manière générale, tout ce qui va être de marque employeur, ça va également être extrêmement important aujourd'hui, parce que c'est bien beau de dire qu'on a une offre sous les yeux, mais la personne, mine de rien, elle va quand même aller se renseigner sur les réseaux sociaux, sur le site de l'entreprise.